Bienvenue sur Parlons de votre mental, le rendez-vous pour venir booster vos ressources psychologiques et votre mindset en écoutant des invités inspirants chaque semaine. Vous souhaitez être performant dans vos réalisations personnelles, professionnelles, tout en étant bien dans vos baskets? Nos invités de la saison 3 nous partageront comment ils font pour développer leur confiance en eux, leur motivation au quotidien, leurs méthodes pour gérer les échecs, la pression, le stress. Ils témoignent sur leur capacité de résilience et leur détermination pour toujours aller plus loin, plus haut, en restant positif. Abonnez-vous, ce podcast va devenir votre vitamine pour vous doper vous aussi à vous dépasser pour réaliser vos rêves. Et si nous découvrions notre invité du jour? Bonne écoute à toutes et à tous. Bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Parlons de votre mental. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir dans un nouvel épisode Émilie. Émilie qui est une athlète de boxe et comme vous pouvez voir, moi je vois en tout cas une athlète de la Fédération française de boxe. Je suis heureux de t'accueillir Émilie, comment vas-tu? C'est gentil de m'accueillir, mais ça va très bien. On est en stage là, c'est le dernier avant les qualifications pour les Jeux Olympiques. En 10 jours, on y est. Ouais, t'es en plein dedans là. T'es en plein dans la bulle. Je suis en pleine bourre. Ouais, mais c'est super. Dis-moi, Émilie, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu ton parcours, ton palmarès éventuellement? Oui, pas de souci. Alors, je m'appelle donc Émilie Sonmeco, j'ai 34 ans, je suis donc de l'équipe de France de boxe anglaise, boxe olympique. Il faut savoir que moi, j'ai commencé par l'athlétisme, j'ai fait 15 ans d'athlétisme, mais c'est suite à une blessure en fait pendant mes études où j'ai basculé sur la boxe parce que j'avais besoin de me défouler un petit peu. Avec mon meilleur ami, on est parti, on a tapé un peu dans le sac. Je n'étais pas du tout parti pour faire de la compétition. Je ne voulais pas, parce que j'avais un petit peu ces appréhensions, un peu comme tout le monde. Tout le monde a vu Rocky à la télé. Donc, je ne voulais pas trop me lancer là-dedans. Et puis, des années plus tard, voilà où on en est. Ah ouais, incroyable. Et en athlétisme, tu faisais quelle discipline? Du sprint, le plus court possible. Le plus court possible. Ok, c'est bien. Du coup, t'avais déjà la caisse quand t'es arrivé sur le ring. Voilà, j'allais déjà vite. J'allais déjà vite, tu pouvais vite esquiver aussi. Bon, c'est super. Et du coup, t'as enchaîné la compétition tout de suite? J'ai fait une première année, un petit peu pour voir un peu comment ça se passait. Derrière, j'ai fait championne de France en 2010 sur ma première année de compétition. Derrière, j'ai quand même... j'ai arrêté, j'ai repris, parce qu'à l'époque, on ne peut pas vivre de la boxe. Et on ne fait toujours pas de la boxe en France. On a des facilités quand on est en équipe de France, évidemment, on a des aides pour pouvoir avoir l'esprit un peu tranquille et performer, mais à l'époque, on n'avait rien. Donc, j'ai choisi, moi, de privilégier mes études derrière le travail et de boxer un petit peu à côté en loisir. Et c'est après les Jeux de Rio en 2016, juste avant les Jeux de Rio en 2016, on m'a recontacté pour pouvoir réintégrer, faire sparring déjà pour les filles qui partaient à Rio. Et derrière, on m'a réintégré parce que là, c'était déjà gérable. J'avais déjà des diplômes, j'avais un travail, c'était déjà facile pour moi déjà d'avoir une vie correcte. Alors justement, quel travail fais-tu? Alors moi, je suis gendarme, je suis sous-officier de gendarmerie, vrai sous-officier de gendarmerie, puisque moi j'ai passé les diplômes, j'ai fait les classes militaires, ensuite j'ai fait ma préparation à gendarmerie et j'ai passé des années sur le terrain. Donc ce qui est rare, puisque je suis la seule sous-officier de France à être athlète de haut niveau. Voilà, je n'ai pas de contrat d'image ou quoi que ce soit, ou de contrat aménagé pour les sportifs. Je suis un vrai gendarme qui fait du sport de haut niveau. Ouais, après, l'avantage, c'est que dans la gendarmerie, moi, ma mère était militaire, c'est que tu as quand même l'opportunité de pouvoir t'entraîner. Je veux dire, vous êtes censé vous maintenir en forme. On est censé. Alors moi, j'étais dans une grosse brigade. Alors, autant te dire que les entraînements, des fois, ils passent un petit peu au-dessus. Donc, on a dû trouver un arrangement avec la fédération. Donc le temps des Jeux Olympiques de Paris, je travaille à la mairie d'Est sur un contrat sportif, puisque l'Agence nationale pour le sport, en prévision des Jeux Olympiques Paris, c'est de nous aider comme ils peuvent déjà pour qu'on puisse avoir un travail fixe. Pas se dire à la fin du mois comment je paye le loyer, puisque beaucoup d'athlètes sont en précarité, on va pas se mentir. Le système français, c'est basé sur de l'associatif.
y a beaucoup de bénévolat, c'est très compliqué de gagner de l'argent. Certains athlètes ne peuvent pas s'acheter une paire de basket. Donc, on connaît les gros athlètes qui gagnent de l'argent et 99%, 98% du reste, voilà, faut jouer. Ils n'ont pas tous le salaire de Mbappé au PSG, c'est sûr. Non, pas là, non. Ah oui, on devrait inventer un système où, tu sais, dans les sports élitistes comme le football où ça gagne beaucoup d'argent, on devrait inventer un système de re-répartition, c'est-à-dire, tu sais, un pourcentage devrait être collecté et réinvesti sur les autres. Ouais, pour aider les autres, ouais. C'est une mentalité aussi. Aux États-Unis, ils ont tendance, quand ils gagnent beaucoup d'argent, par exemple, à redistribuer derrière. Bon, nous, on a moins cette mentalité-là. Même si des fois, ça peut se faire en interne parce que c'est déjà arrivé où on a été potentiellement moins payé en donnant notre accord pour pouvoir aider ceux qui avaient rien, quoi. Voilà. Donc, il y a ces systèmes d'entraide potentiellement en interne. Mais c'est vrai que en France, c'est un peu compliqué. Mais après, c'est un choix. Moi, je dis souvent, on a un pays de poètes, on n'est pas un pays d'athlètes. Elle est pas mal, ça, je me garde. Non, mais c'est bien de le rappeler, ça. C'est bien de le rappeler parce que souvent, les gens, après, tu vois, quand il y a une contre-performance dans la presse ou un truc, les gens, ils regardent pas tous les sacrifices qui sont faits. Et... Non, ils tapent dessus. Après, c'est notre mentalité française qui est comme ça aussi. On a la critique facile, mais bon, on le sait. Ouais, non, mais c'est important, tu vois, que les auditeurs qui écouteront et qui sont pas forcément du giron sportif aient un peu ce son de cloche aussi, parce que c'est important, ils se rendent pas compte, en fait. Souvent, en fait, on a l'image du sport qui gagne de l'argent, tu vois. Et... Ouais, bien sûr. Voilà. Mais les gens, personnes qui ont eu l'occasion, par exemple, pour la boxe, de s'accompagner ou de participer à des championnats, parce que c'est vrai que quand on rentre et qu'on se dit ça s'est mal passé, les arbitres ont fait ci, voilà, je te dis ils sont tout le temps en train de râler, c'est les Français, voilà. Et quand il y a des personnes vraiment qui viennent et qui assistent en fait à ce qui se passe, en fait, il y en a plusieurs qui ont dit, en fait, c'est ça, quoi. On se rendait pas compte, mais en fait, il se passe vraiment des choses. Surtout la boxe, on a une réputation assez mafieuse, mais bon, parfois qui est quand même plus ou moins méritée, puisque pour l'instant, on est sorti des JO de 2028 à Los Angeles à cause de problèmes internes. On navigue comme on peut. C'est clair. Bon, en tout cas, bravo pour ton parcours, pour tout ce que tu mets en place, en tout cas pour arriver à tout concilier, sport, travail et projet sportif. C'est quand même chaud, quoi. C'est bien. Je dors bien la nuit. M'étonne. Ok, alors si t'es ok, on fait un petit portrait chinois et ensuite on reviendra un petit peu brièvement sur ton parcours de 3 bricoles et après on parlera un peu de la dimension du mental dans ton sport et toi, ta philosophie du mental surtout. Ok? Alors, portrait chinois, c'est très simple, on attaque. Si tu devais être une couleur, tu serais quelle couleur et pourquoi? Rouge. Rouge parce que j'aime les couleurs chaudes et j'ai un tempérament très sanguin. Alors, je suis très calme, mais en général, j'ai un caractère très linéaire. Je suis pas extrêmement enjouée, je suis pas extrêmement dépressive. Je suis très calme, par contre, faut pas trop pousser. Ça part très vite. Vite, faut faire gaffe. Ouais. T'as la main qui bouge vite. Pas forcément la main, tu vois, mais non, parce que quand même, c'est l'avantage aussi en sport de combat, c'est que je compte quand même, heureusement d'ailleurs, bien, parce que les matchs sinon, ils iraient pas loin. Donc, c'est le gros avantage. Mais voilà. Moi, j'aime le calme, la tranquillité, faut pas trop pousser. Ok. Le moment de la journée que tu affectionnes particulièrement, c'est lequel? En général, j'aime bien vers 10h du matin. Là. Ils ont ouvert ça. Je me sens bien, on peut aller s'entraîner. Il fait jour, tout va bien. Si tu devais choisir une saison de l'année que tu aimes bien, c'est laquelle? Le printemps. Le printemps parce que c'est toujours la renaissance. Et c'est encore le moment où il fait pas trop chaud et il n'y a pas toutes les mouches, tous les moustiques. Voilà. J'adore l'été, mais alors les moustiques et les mouches et tout ce qui s'ensuit, c'est un enfer. Tu m'étonnes, les moustiques. C'est une horreur, les moustiques. J'aime pas ça. Si tu devais être une qualité, laquelle serais-tu? Je serais la franchise peut-être, parce que j'ai une tendance alors qui pour moi est une qualité, même si j'ai tendance à donner l'information des fois un petit peu brut de décrochage, même si pour moi, j'essaie de mettre les formes autant que je peux. Des fois, je me rends bien compte, vu mon interlocuteur, je me rends compte que j'étais un petit peu fort. Mais j'ai tendance à, si tu me poses une question, je vais te répondre franchement, ça me demande trop d'énergie de mentir. Donc, autant que je te dise directement ce que je pense. Ok, mais c'est bien, mais t'as raison, en fait, des fois, c'est bien, ça permet de mettre un cadre, et les gens, ils savent à qui ils ont affaire. Pour moi, oui, mais bon, des fois, t'es forcément, t'as des montagnes russes, parce que ça fait pas tout le monde, mais bon. Non, c'est sûr. C'est sûr, mais après, on peut pas plaire à tout le monde, comment on dit. Voilà. Si tu devais me donner ton principal trait de caractère, ça serait lequel? Je pense que je suis têtue, mais pas forcément dans le bon sens du terme.
C'est-à-dire, quand j'ai décidé, j'ai décidé. Mais si, par exemple, toi et moi, on discute et que tu me fais comprendre peut-être qu'il y a un autre point de vue, je suis capable de l'accepter. Par contre, personne ne pourra me rentrer dans ma tête, me manipuler ou me faire détourner. Je vais écouter, capable d'écouter. Mais si j'ai décidé, j'ai décidé. Ok. Si tu devais être un objet, tu serais lequel? Un lit pour me reposer. Ça aussi, c'est un autre bon moment de la journée. C'est quand je vais dans mon lit, là, j'en peux plus. Vu que les journées vous en chiez, c'est sûr que c'est... C'était une citation, ce serait laquelle? Je crois qu'il y en a deux là qui me viennent, tu vois. Souvent, ce que je dis, c'est plus vite on commence. Moi, je le disais beaucoup à l'armée, ça. Plus vite on commence, plus vite on a fini. Autant s'y mettre tout de suite. Et là, une deuxième qui me vient, là, c'est une citation de Tyson, là, de Mike Tyson, qui disait pour la boxe, il disait on a tous un plan jusqu'à ce qu'on prenne une droite dans la gueule. Voilà. D'ailleurs, elle est super bien, sa biographie, je l'ai lu, j'adore ce livre. Ouais, il a une super histoire. Ouais, il est hyper inspirant. Pourquoi les rencontres font aussi, comment dire, créer la suite de l'histoire, en fait. Ça rencontre son éducateur boxeur quand il était en prison, qu'il était mineur, ça a changé sa vie, quoi. Un truc. C'est exactement ça. Ok. Allez, entrée, plat, dessert. Qu'est-ce que tu choisis? Le plat. Le plat, et quel plat? C'est le côté boxeur, puisqu'on mange pas beaucoup. Le plat, il n'y a pas un plat. Moi, je suis très, bizarrement, tu vois, je suis très salade et tout ça. Pourquoi? Voilà, toujours dans l'équipe, on me dit, ouais, t'es tout le temps au régime, alors pas du tout. J'aime bien les salades. Donc, j'ai tendance à manger beaucoup de salades composées, etc. Tu vois. Mais par contre, c'est vrai que je suis aussi très sucre. Alors, c'est problématique. Donc, je prends très peu d'entrées. La diététicienne de l'équipe, en général, me dit, bon, ça va, t'as pas trop de problème de poids, tu peux prendre un dessert. En général, je vais privilégier quand même le plat, j'ai besoin de manger quand même. Il y a une super marque qui fait des en fait pour les sportifs qui aiment le sucre, et moi c'est mon cas, une super marque qui fait des qui permet de conserver le goût sucré sans avoir les effets néfastes du sucre. Ça s'appelle Max de Génie, et je vais aller regarder. Ça m'intéresse. C'est incroyable. Jette un œil, tu verras. Moi ça m'a changé la vie de voir ce truc-là, parce que du coup, tu sais, quand t'aimes le sucré, quoi. C'est compliqué de... Et oui, et quand on part dans l'équipe féminine, on voyage énormément. On va dire sur 365 jours dans l'année, on va être allé 250 jours hors de la maison. Quand tu arrives dans des pays surtout les pays de l'Est, où il y a beaucoup moins de sucre, tu t'en rends compte en fait qu'en France, quand tu voyages, tu te rends compte qu'en France, on sucre énormément ce qu'on mange. Et quand tu arrives, tu vois un beau gâteau au chocolat et que tu le mets dans ta bouche, tu te dis... il n'y a pas de goût, ça te fait un choc thermique. Donc, ton corps, en fait, est en demande de sucre industriel. C'est surtout ça le problème. Ouais, c'est ça. Que tu as beaucoup en France, mais que tu n'as pas dans les autres pays. Hein. Ouais, tu as raison, parce que tu vois, ça fait écho à des voyages que j'ai pu faire, notamment, comme tu dis, dans les pays de l'Est. Et à chaque fois, je dis, mais ils sont où les desserts? Ouais. Mais moi, je touche même plus parce que je sais que je vais être déçu. Il n'y a quasiment pas de dessert. J'emmène de France dans ma valise. Je prends un peu moins de vêtements, mais je fais une stock. Quand on part 15 jours, 3 semaines en Pologne, bon, voilà quoi. Ouais, c'est clair. Allez, une petite dernière. Est-ce que tu aimes lire? J'aime bien. Alors, est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué et qui t'a inspiré? Là, tout de suite, il n'y a rien qui me vient parce que je lis beaucoup pour me décharger la tête. J'ai tendance à penser, je pense, beaucoup. Je réfléchis beaucoup, ça tourne H24. Là, tu vois, j'ai rien qui me vient, mais je vais avoir tendance, alors je peux lire de tout. Je peux très bien lire un livre, comme je peux aller lire une BD, comme je peux aller lire un manga, vraiment ça. Ouais, la dernière chose que j'ai lue, c'était c'était une artiste indépendante, une artiste russe indépendante, qui faisait un système de BD, tu vois. Okay. Je peux vraiment lire tout et n'importe quoi. Okay. Bon, alors, on va tenter le film. T'as un film culte? J'aurais tendance à dire Moulin Rouge avec Nicole Kidman. Ah oui, pourquoi je fais là? Bon, à chaque fois je pleure, je sais pas, il me touche ce film, ça me fait pleurer. Bon, en tout cas, merci pour ce petit portrait chinois. On revient un petit peu sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'inspire à ce jour, ton parcours? En ce qui concerne la boxe, tu vois, bien évidemment, je n'étais pas prédestinée forcément à faire ça, mais je me prédestinais plus à faire une carrière dans l'athlétisme. Je suis arrivée aussi un petit peu par hasard. Moi, j'ai une tendance de toute manière à être en compétition perpétuelle avec moi-même. Je suis dans une famille de sportifs, pas forcément de gros compétiteurs, mais en tout cas de sportifs. J'ai cet esprit de compétition avec moi-même. C'est-à-dire que quand je vais monter sur le ring, je me dis pas je vais la fracasser ou j'ai pas du tout ce genre d'agressivité
en moi. Par contre, j'ai un très forte demande envers moi-même, envers mes capacités. En permanence, je suis en train de me tester. Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je suis capable de faire ça? En combien de temps je vais faire ci? En combien de temps je vais faire ça? C'est perpétuel. Ouais, Donc, ce que je peux retrouver dans la boxe au final, puisque là, tu vois, tout à l'heure, il y a entraînement. Je vais faire un test match cet après-midi avec une Colombienne là, qui est une médaillée au dernier championnat du monde. Il n'y a pas d'agressivité, bien évidemment, test match, mais voilà, je sais très bien comment je suis. Il va falloir que j'essaye de passer certaines choses et voilà, c'est le jeu. Bah ouais, après c'est challengeant, je trouve. C'est ça. Ouais, mais des fois, c'est épuisant, des fois. Ouais, c'est vrai. Mais Ouais, des fois, à la fin de la séance, je me dis, Émilie, t'as bien travaillé, c'est bien, acceptez-le. Et après, souvent, le challenge, c'est aussi ce qui fait souvent chez les sportifs, la motivation, d'être toujours dans l'effort. Parce que pour moi, ça peut être vite lassant aussi de faire toujours les mêmes choses. Donc, voilà, et puis le sport de haut niveau, c'est quand même, tout sport confondu, c'est quand même très répétitif. ouais. C'est beaucoup de Ouais. gammes, beaucoup de drill. Donc, si tu trouves pas aussi un intérêt ou un amusement ou quelque chose, en tout cas, qui te galvanise, ça devient compliqué. Ouais, il y avait un sujet là-dessus où j'avais travaillé quand j'étais passé par l'INSEP. C'était comment proposer aux athlètes, tout en conservant la qualité du travail et l'intensité, le côté ludique de l'entraînement. Ouais, c'est ça. Alors, chez nous, chez les boxeurs, des fois, c'est compliqué. Tu vois, hier, on a voulu faire, pour s'échauffer, on avait une séance très cardiaque. Pour s'échauffer, on a voulu faire de l'ultimate et on est passé sur une passe à 10 où ça a duré 5 minutes, parce que personne ne veut perdre. Donc, ça a été très rapide. On a vite arrêté. Il y a eu une blessée au bout de 3 minutes. C'est bon. Yeah. De quoi tu es le plus satisfaite avec le recul? De ma capacité de travail. Après, les résultats sont là ou pas là. Il y a eu des années bonnes, des années moins bonnes. J'ai eu des années de blessures, des années sans. Comme on disait au début, des gens qui parlent pas. Mais sur ma capacité, ma résilience et ma capacité à encaisser. Parce que j'en ai encaissé des choses. Mais je continue à en encaisser. Et donc, Quand tu dis que tu as encaissé quoi, par exemple? Encaisser, surtout... Non, tu peux t'encaisser ne serait-ce que mentalement quand tu commences à entendre que tu es trop âgé ou que on ne te fait pas gagner parce que faut laisser la place aux plus jeunes alors que tu gagnes. J'en ai énormément, en fait. Il y en a beaucoup, donc Dieu merci, je fais pas attention à tout. J'ai quand même cette capacité à laisser, mais j'ai quand même une grosse capacité d'encaissement quand même. Ok. Heureusement. Bah ouais, tu m'étonnes. Après, c'est le haut niveau qui veut ça aussi. Oui, de toute façon, tu es obligé d'être résilient systématiquement. Si je te dis rendre possible impossible, ça te parle? Ça dépend. Est-ce que ça fait écho à quelque chose dans ton parcours, par exemple? Par exemple, tu vois, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que je me suis fait, ce qui est très rare en boxe, les croisés lors des championnats de France, en demi-finale des championnats de France, si je ne dis pas de bêtises, décembre 2021. Je me fais le croisé au premier round, seulement, donc tout ce qui s'ensuit, instabilité. Je finis le match, savoir comment, mais je termine. Je fais tous les rounds, avec une grosse instabilité, forcément, je suis tombée 1 ou 2 fois par terre toute seule, parce que bon, il n'y a plus rien pour tenir le genou, donc forcément. Derrière, donc rupture, opération, pas opération. On choisit au début de ne pas opérer, parce que j'ai une masse musculaire, je me suis déjà fait l'autre croisé, donc j'avais une masse musculaire à l'époque suffisante pour ne pas opérer. J'ai choisi au début de ne pas opérer par beaucoup de renforcement, ce qui a plutôt bien fonctionné. J'avais pas forcément d'instabilité, sauf que par en stage équipe de France, ça lâche. C'est pas comme je veux, c'est pas assez fort. Donc je prends la décision d'arrêter les frais à ce moment-là et de dire j'opère parce que soit j'opère maintenant et je serai prête pour les qualifications olympiques, plus ou moins, si tout va bien, soit je n'opère pas et c'est un risque. Un risque, on ne sait pas. Ça peut péter à n'importe quel moment, ça peut passer comme ça peut ne pas passer. Je prends la décision, je dis à la fédération, je décide d'opérer. J'arrête, je décide d'opérer. Bien évidemment, tous mes médecins, les médecins de l'INSEP, avec qui je travaille depuis des années, me disent Émilie, c'est 9 mois. Et je leur dis, je me rappelle, j'étais au téléphone, je lui dis, mais ça fait des années que tu me connais. Et comment tu peux me dire que je vais revenir en 9 mois? Je reviendrai avant les 6 mois. Parce que j'ai une capacité d'absorption du travail et de la charge mentale et de la charge physique qui est quand même là. Et je vais revenir avant. J'ai eu l'autorisation du chirurgien de faire du haut niveau à 4 mois et demi. Ça n'arrive pas.
j'ai remercié ma mère d'avoir une si bonne génétique. Parce qu'on va pas se mentir. Il y a une part de génétique qui rentre là-dedans parce que j'étais avec d'autres athlètes de l'INSEP en rééducation. Là, c'était long, c'était difficile. En plus, c'est quelque chose qui est douloureux. J'ai compris, on m'avait dit si tu ne peux jamais te faire opérer, ne te fais pas opérer des croisés. J'ai compris pourquoi. Bon, ça fait très mal. Mais voilà, on me disait, certains m'avaient déjà enterré, ils se disaient, elle ne reviendra jamais. Ce qui est normal, c'est du haut niveau, c'est comme ça que ça se passe, tu ne peux jamais être sûr. Il n'y avait que moi qui étais sûr. Parce que je connais ma capacité d'absorption du travail. Mais oui, effectivement, on m'avait déjà enterré, tu vois. Donc, on m'a dit, c'est pas possible, elle ne reviendra pas. On a le même discours quand les athlètes de haut niveau féminines tombent enceintes, qu'elles deviennent maman. On dit toujours. Bien sûr. Ce qui est pas forcément vrai, parce que là, dans l'équipe, on en a deux. On a deux mamans et elles sont venues. Non, que sport. Je pense aussi à l'épouse de Gaël Monfils, qui a été maman il n'y a pas longtemps et qui est revenue, qui fait quart de finale en roulant. Enfin, il y en a plein des exemples. Donc. Bien sûr, c'est dur, on ne va pas se mentir. Il faut retrouver une forme, etc. Mais ce n'est pas impossible. Par contre, mentalement, elle est blindée quand même. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Allez, mais justement, le mental, on va en parler. Si tu veux le définir, ce mot, le mot mental, tu le définis. C'est quoi ta propre définition à toi? Mental, chez moi, tu vois, chez moi, le mental, ça fait partie aussi de ma performance. Ça veut dire que c'est quelque chose que je vais entraîner comme je vais entraîner mon corps. Tu vois. Ça fait partie si tu veux, de mes outils, tu vois. Il va y avoir le cardio, il va y avoir la musculation, il va y avoir la technique de boxe, il va y avoir le mental aussi. Tu vois. Moi, c'est un outil, c'est dans ma boîte à outils comme tous les autres aspects qu'il peut y avoir à la pratique. Tu vois. Et qui, en plus, chez moi, est ultra important, puisque je suis HPI. Donc, il faut absolument que j'ai un mental qui tienne, forcément, et un mental que je contrôle surtout. Ouais, mais ok. Ouais, je comprends. Pendant quelques temps, là, j'ai aidé une association qui a aidé les enfants à haut potentiel. Et du coup, c'est pas facile pour eux des fois de s'adapter à l'école. Alors du coup, j'ai aidé les parents. Voilà, non. Comme des fois, exactement, il n'est pas facile des fois de s'adapter à l'équipe, puisque bien évidemment, je vais avoir une manière de penser qui va être différente. Alors, quand tu sais que je suis HPI, tu vas te dire, bon, c'est juste que le cerveau est câblé différemment. Et puis voilà. C'est vrai que quand tu ne le sais pas, tu te dis, mais c'est bizarre. Et puis tu travailles beaucoup par image et par arborescence, je sais. Voilà, et puis moi je suis très kinesthésique, enfin il y a des choses, j'appréhende les choses d'une manière différente que la norme, mais bon après, comme tous les HPI, voilà, on a un pourcentage, on est une minorité dans la société, donc on s'adapte à la majorité, donc tu apprends à évoluer là-dedans. Il y a des jours, ça se passe bien, il y a des jours, c'est un peu moins bien, tu es fatigué. C'est comme pour tout, il y a des qualités, il y a des avantages. Bien sûr, bien sûr. Ok. Et alors, du coup, tu me parlais des outils. C'est quoi les outils que tu utilises référentiellement? Qu'est-ce qui t'aide en prépa mentale? En prépa mentale, donc moi, je suis suivie avec un prépa mental, parce que j'étais avant suivie par les prépa mentaux de l'INSEP, mais j'ai décidé, moi, après le cycle de Tokyo, d'aller aux Olympiques de Tokyo, de m'éloigner un petit peu du système et d'avoir une équipe qui est plus la mienne que je choisis. Mon prépa mental qui est quand même passé un petit peu par l'INSEP, c'est André Armand, il s'occupe beaucoup lui par exemple, il travaille plus avec des sports d'hiver. Donc, il est plus sur les JO d'hiver, lui. Il a moins des JO d'été. Mais on a beaucoup de routines mentales. Déjà on a beaucoup travaillé quand j'ai dû être en rééducation sur de l'imagerie. Bon, avant, je faisais très peu d'imagerie mentale parce que c'est quelque chose qui m'angoissait. Ça m'est passé, ça m'a quand même beaucoup aidé d'avoir des routines d'avant-match, d'avoir des fois des routines aussi avant entraînement en fonction de mon état mental, d'être capable de switcher, voilà, parce que quand tu es des fois sur certains matchs, tu peux être très calme, et sur d'autres matchs, le moindre petit truc qui va dérégler ta routine peut te faire péter un câble, parce que l'agressivité avant les matchs est quand même là, donc voilà, il ne faut pas trop pousser, quoi. Donc voilà, donc faut être capable de gérer aussi, de ne pas perdre beaucoup d'énergie, parce que ça reste un sport de combat, ça reste un sport où tu te mets en danger quand même si à notre niveau, on est quand même professionnel, donc on sait ce qu'on fait, mais le risque zéro n'existe pas. Donc, tu as besoin quand même d'être conscient de ça, d'être préparé à ça, de l'accepter aussi. Parce que si tu tombes, tu tombes. C'est comme ça. Voilà, d'être toute une préparation psychologique quand même, de préparer le corps aussi, j'allais dire à l'impact, à l'accident. Voilà, on va arriver, on va prendre des coups, on sait qu'il va y avoir déjà une souffrance physique qui est liée déjà à la pratique sportive, à n'importe quelle pratique sportive, plus le danger de la souffrance physique que va t'infliger ton adversaire. Il y a tout un travail, un long cheminement, une préparation sur
Parce qu'il y a des moments dans le match où peut-être que tu vas dominer, d'autres moments où tu vas être moins bien et là, il va falloir trouver une solution parce que tu dois être capable aussi de trouver une solution stratégique. Si la première stratégie ne fonctionne pas, il faut être capable de réfléchir à la seconde et en même temps prendre un coup. Donc, tu as beaucoup d'aspects à faire. Et c'est bien parce que la boxe a évolué sur ça, parce qu'avant, la boxe, c'était un sport très bourrin, très masculiniste, qui n'est plus forcément le cas. Voilà, ou à l'ancienne, c'est non, nous, on ne va pas voir un traitement mental, on ne va pas voir un psychologue, on ne va pas à l'hôpital, on fait pas. Voilà, c'est très masculin, très macho, ce qui n'est plus du tout le cas. Ça a vachement évolué quand même. Ouais, c'est très tactique la boxe, je trouve. Au-delà de... Bien sûr, tous ceux qui en font, en fait, se rendent compte que en fait, c'est pas deux personnes qui se tapent dessus. Une fois qu'ils en ont fait, ils disent ah ouais, quand même. Ouais. Non, c'est plutôt placer le bon coup au bon moment et celui qui fait le plus mal, quoi. Voilà, en fonction de toi, tes capacités à toi déjà, et puis tes capacités d'adversaire, ce qu'on te propose. C'est sûr, ouais, il faut s'adapter, comme partout. Hein. De toute façon, c'est toujours ceux qui s'adaptent. Hein. Si tu lâches quelqu'un dans la jungle, Survivre. Survivre. Moi, celui qui s'adapte pas, il sera bouffé par tous les animaux qui sont dans la jungle. Ok, on va parler de ta confiance. Est-ce que ta confiance, tu l'as acquise avec le temps, l'expérience? Bien sûr, oui, tu l'acquiers avec le temps, l'expérience, avec l'accumulation des matchs, avec la vie aussi. Ouais, comme tout le monde, hein, des fois, qui te met à genoux et puis soit tu restes par terre, soit tu te dis, on va voir, tu vois. Donc, bien sûr que quand j'avais 20 ans, je ne voyais pas la vie comme je la vois maintenant, comme je ne la verrai pas dans 10 ans encore de la même manière. Par exemple, je suis beaucoup plus calme sur le ring, je suis moins enragée contre la vie, la société, tout ce qui peut s'en suivre. Voilà, je suis beaucoup plus calme, même si je pense toujours ce que je pense, mais voilà, on est sur autre chose. Si on va pas se boxer, on est déjà plus sur de l'expérience, on est moins sur de l'agressivité, parce que j'en ai plus besoin, en fait, j'ai plus besoin de compenser mon manque d'expérience par une agressivité ou une intensité physique. Comment tu te situes par rapport au droit à l'erreur, sachant que bon, sur le ring, moins t'en fais des erreurs, mieux c'est, quoi. C'est sûr. On a beaucoup travaillé au niveau mental sur ça, parce que j'avais un niveau d'exigence extrêmement élevé, voire inatteignable. Je suis très dur avec moi-même, très dur avec moi-même, donc on a beaucoup travaillé sur ça. On a quand même diminué quand même tous ces parasites que je pouvais avoir me concernant, tu vois, comme je disais tout à l'heure. Maintenant, voilà, hier, on a eu une séance quand même assez dure. Et je me suis repris mentalement en me disant, travailler, c'est bien. Mais sur la fin de la préparation, il y a des petits, c'est normal. Faire autrement. Mais voilà, quand il faut se féliciter, on se félicite. Quand c'est bien, c'est bien. Toutes les séances ne peuvent pas se faire à haute intensité, ce n'est pas possible. Il faut quand même, faut quand même varier les séances. Il y a des, travailler un petit peu le cœur, en étant, on va travailler un peu plus les muscles. Donc, il y a eu un gros travail mental quand même fait sur ça. Et je le vis mieux. Je le vis mieux, même si là, tu vois, en début de stage, quand je suis arrivée, on rentrait un petit peu de repos. Les premières mises de gants n'étaient pas très bonnes. Voilà, j'ai été très dur avec moi-même. Mais vraiment, j'ai été très dur avec moi-même. Il a fallu que je me reprenne au niveau mental. On se calme. Ça fait 2 jours que tu es là. Ça va venir. Le regard des autres, tu te situes comment? C'est quelque chose que tu prêtes attention? C'est quelque chose sur lequel tu as dû travailler? Quelque chose qui a évolué avec le temps? Pas forcément. Et heureusement pour moi, parce que si dans le haut niveau, tu commences à prêter attention à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on raconte, tu vas faire une dépression. Donc, sur ça, non. Je peux prêter attention à la parole de certaines personnes, mais en fait, plus le temps passe et plus, en fait, j'ai compris qu'il fallait, en tout cas, dans le haut niveau, tu vois, sur soi et faire ce qui était pour soi. Parce que tout le monde a toujours quelque chose à dire. On a toujours quelque chose à dire. On a toujours un avis. On a toujours une leçon à donner. Donc, j'ai la chance, en tout cas, par exemple, tu vois, ça m'est déjà arrivé de boxer dans des salles où j'avais tout le public contre moi, tu vois. Ça me pose pas de problème. Ou de boxer quand tu boxes au championnat du monde, quand tu es dans des grandes arènes, où il y a énormément de monde, si tu veux, ça n'a pas d'impact, en tout cas sur moi, tu vois. C'est quelque chose, moi, être en public, ça me touche pas. Alors que j'ai d'autres collègues qui, au contraire, ça les touche d'avoir une arène remplie, blindée, des gens qui crient, ça les touche. Moi, ça a beaucoup moins d'impact, tu vois. Ok. Est-ce que tu as des trucs pour te motiver? Et là, tu vois, moi, je suis motivée par nature, déjà. Ça, déjà, c'est pas un problème. Moi, j'ai pas besoin d'un gros discours, là, de motivation. Je suis déjà par nature. Voilà. Il peut y avoir des jours où, forcément, tu as moins envie que d'autres. Ça arrive, mais ça, il faut l'accepter. Tu peux pas tout le temps être à fond. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne au challenge. Ça veut dire que plus le niveau est élevé et plus l'objectif est élevé, et plus ça me galvanise et je vais y aller. Bon, par exemple, tu vois, si on est à un stage, là on est en multination, donc là, on est en stage, on a la France, la Suisse, la Colombie, le Maroc,
le Canada, c'est un autre pays. Moi, je cherche qui est la plus forte et il y a qu'elle qui m'intéresse, tu vois. Même s'il faut accepter de travailler avec peut-être des fois des niveaux un peu plus faibles pour pouvoir évoluer. Et moi, il n'y a que ça qui m'intéresse. Moi, je vais à un tournoi, je veux boxer la championne du monde ou je veux boxer la championne olympique ou j'ai déjà boxé plusieurs fois. Mais moi, je fonctionne comme ça. Plus le niveau est élevé, plus ça m'intéresse. Plus le niveau est bas, en fait, moi, ça me désintéresse complètement. Quand j'étais dans le tennis, moi, j'étais partisan sur les trucs de sparring, d'être sur la règle des un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers un peu moins fort, comme ça te permet de mettre en place des trucs que tu n'as pas encore acquis. Ouais. Un tiers à peu près équivalent à ce que toi, tu es capable de produire, et un tiers au-dessus de toi pour aller te titiller et te mettre dans le rouge. J'étais souvent... C'est d'accord avec ta vision. Intellectuellement, je suis d'accord avec ta vision des choses. Et c'est pour ça qu'il y a un coach, c'est pour pouvoir moduler, parce que moi, si tu me laisses faire, on va pas y arriver. Le stage, il va durer 3 jours. On monte ça sur les genoux, voilà. Donc, il y a un coach. Intellectuellement, je suis d'accord avec ta vision des choses, parce que des fois, il faut baisser un petit peu le niveau, partir de l'apprentissage, voilà, et des fois un petit peu monter, des fois un petit peu descendre. Là, tu vois, tout à l'heure, c'est moi qui ai demandé à prendre une des dernières médailles mondiales, c'est moi qui l'ai demandé, tu vois. Parce qu'on est sur la fin du stage et que je veux pousser la machine. Ouais, ça permet surtout aussi pour toi, c'est assez intéressant parce que ça te permet d'avoir un constat, une image à un moment T de là où tu en es par rapport à des choses que tu travailles et sur un niveau très haut. Bien sûr, mais je suis quand même au-dessus d'elle, donc ça ne posera pas de problème. Ok, bah écoute, pas de souci. Alors, pour gérer la pression ou le stress éventuellement, alors il y a 2 types de stress, on le sait, hein, il y a celui qui galvanise et celui qui peut être à l'inverse. Je ne sais pas si tu as déjà connu les deux. Comment tu fais pour gérer ça? Bien sûr, tu connais les deux, surtout au début de carrière, forcément, parce que tu vas sur quelque chose que tu connais pas, quelque chose qui n'est pas habituel. Donc, au début, tu as du stress, tu as quand même du mauvais stress, en fait, qui te fout perdre un peu tous tes moyens. Alors, avec le temps, avec l'expérience, c'est quelque chose qui devient normal, parce que quelque part, tu fais que ça toute la journée. Donc, à partir du moment où je m'entraîne tous les jours, 2 fois par jour ou 3 fois par jour, dire le match, ce n'est que l'aboutissement, voilà. Pour essayer d'avoir cette vision des choses. Mais ça, intellectuellement, tu fais carrière, il y a quand même temps fait des faits, travail aussi mental fait sur des faits. Après, il y a des, sans citer de nom, on va dire qu'il y a de grands champions et championnes olympiques français qui, même maintenant, sont toujours stressés, tu vois. Ça dépend vraiment, il y en a d'autres. S'ils pouvaient dormir avant les matchs, tout sport confondu, ils le feraient. Et tu vois, ça, c'est propre à chacun. Tu peux pas changer. Moi, je n'ai de stress pour en parler. Je peux avoir un peu d'anxiété parce que tu sais jamais ce qui va arriver, parce que chaque match est différent. Et parce qu'il y a toujours cette notion de danger. Voilà, je veux dire, à l'athlétisme, à la limite, tu fais ta course, t'es un peu stressé, mais bon, tu cours tout droit et le chrono, c'est le chrono, quoi. Là, la boxe, ça reste quand même un sport où bon, tu peux dominer, et puis t'en prends une et puis tu tombes, quoi. C'est rare à très haut niveau chez nous, mais ça peut arriver. Il y a des gros enjeux. Alors là, par exemple, tu vois, moi qui ai déjà vécu un tournoi de qualification olympique, c'est un stress. Tu comprends ce que veut dire le stress et l'anxiété. Si tu ne savais pas ce que c'était, tu comprends. Parce que le dernier tournoi, c'était après Covid. Ça s'est passé en France. Alors que ça ne s'est pas passé en France. La France a récupéré ce que l'Angleterre était capable d'organiser. Donc ça se passe à la maison, c'est tournoi de qualification. Il te reste un match pour qualifier. Le public donc est français, même s'il y avait peu de public à ce moment-là, c'est quand même français, les volontaires sont français, tout le monde te regarde, tout le monde te soutient, bien évidemment. Si tu es là, quoi. Enfin, les épaules, elles sont lourdes, quoi. Mais bon, une fois que tu l'as vécu aussi, tu relativises derrière. Et je l'ai vécu, et je l'ai en moi, ça y est, tu vois. Du coup, ça se passera bien. Plus l'expérience finalement et en fait ton accompagnement en préparation mentale qui t'a aidé à dépasser ça. Et quels outils tu utilises en prépa mentale pour t'aider dans ces moments-là? Il peut y avoir sur des gros moments de stress. Alors, tu vois, j'ai pas eu de gros moments de stress ou d'anxiété cette année parce que même si je suis passée au championnat du monde, c'était déjà une victoire pour moi d'avoir fait le championnat du monde parce que j'étais à moins d'1 an au moment des championnats du monde d'opération. Enfin, je faisais championnat du monde à moins d'1 an d'opération. Là, je sais que sur la période là, au des qualifs, va donner surtout sur le premier match et sur le match qui qualifie, il va y avoir une tension en tout cas. Ça va être à ce moment-là qu'il va falloir savoir gérer pour éviter d'y laisser trop d'énergie. Parce que c'est très énergivore ce qui peut arriver. Donc, il y a beaucoup d'exercices de respiration, forcément, qui au moins sur l'instant peuvent te soulager 1 heure ou 2.
des respirations, du switch aussi, du switch au niveau du mental, voilà, de repasser sur quelque chose d'apaisant et sur quelque chose de relaxant. Bah, tu as beaucoup de petites techniques comme ça, en tout cas qui t'aident. Voilà, c'est pas miraculeux, mais en tout cas ça t'aide déjà à te maintenir. Ça t'aide toi, hein, parce que je rappelle que chaque individu est unique et différent et chaque athlète a ses propres techniques qui vont marcher sur lui ou pas en fait. Donc c'est important aussi de le rappeler quand je cherche. C'est on entend tellement. C'est vrai, t'as raison. Du coup, ça c'est important de tester pour savoir qu'est-ce qui marche sur soi en fait. Parce que... C'est ça, c'est exactement ça. Ouais. Donc, moi, je fais très peu d'imagerie parce que ça fonctionne, mais c'est pas ce qui me convient le mieux. Tu vois, je vais faire de l'imagerie, un petit peu d'imagerie avant les matchs, ou vraiment quand j'en ai la nécessité, mais moi, par exemple, c'est pas mon outil principal. Tu vois. Que comme beaucoup de joueurs de tennis, tu utilises des playlists pour t'isoler, pour te mettre en condition. Souvent, moi, voilà, j'ai pas. C'est aussi lié à la particularité de l'HP. Plus je vieillis, moi, je supporte le bruit. J'ai souvent mon casque sur les oreilles, coupe le bruit parce que je suis très sensible au bruit. Soit je vais écouter de la musique, soit je n'écoute pas forcément de musique, mais en tout cas, ça m'isole. Tu vois, j'ai besoin de ce moment de concentration avec moi-même, de ressentir moi, en tout cas, de ressentir mon corps, parce que je fonctionne beaucoup en kinesthésie. Donc, voilà, de voir comment je me sens, est-ce que tout va bien, j'ai mal, j'ai pas mal, je suis en forme, je suis pas en forme. Voilà, d'accepter un petit peu aussi ce que je ressens, de pas lutter. Voilà, si je suis anxieuse, voilà, je suis anxieuse, ok, je ne lutte pas, on va essayer de le faire passer, mais je vais pas lutter contre ça, puisque je vais perdre de l'énergie, pas accepter quelque chose qui est là de toute façon, autant s'en servir. Et puis, de toute façon, une fois que la cloche a sonné, que c'est parti, il n'y a plus d'anxiété, il n'y a plus rien. Des fois, je vais essayer de perdre d'énergie pour rien, parce qu'une fois que la cloche sonne, de toute manière, on y est. Donc, ouais, t'as aucune raison, quoi. Encore au tennis, bon, je peux comprendre s'il y a des matchs qui durent 5 heures, c'est long. Enfin, mentalement, eux, il faut qu'ils soient blindés parce que le match est long. À nous, c'est 10 minutes de haute intensité où, bien évidemment, il faut que mentalement tu suives, mais on est sur un autre effort. Ok. Allez, encore 2 petites, et après, on aura terminé. On entend souvent que pour avoir une force mentale, il faut rien lâcher. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Pas forcément, parce que des fois, il faut au contraire savoir prendre la bonne décision, tu vois. Des fois, il faut... Moi, j'aurais tendance, tu vois, souvent, j'ai tendance à... En tout cas, plus jeune, j'avais tendance à ne rien lâcher. Alors, rien lâcher, tu vois. J'ai de grosses capacités, tu vois, au niveau des entraînements, à savoir encaisser. Des fois, je suis capable d'encaisser. Et des fois, il faut savoir justement te dire là, non, tu vois. Il faut savoir lâcher, tu vois. Et ça, je l'ai appris avec le temps, qu'il y a des moments où trop et l'ennemi, bien, tu vois. Il faut des fois savoir lâcher. Ah, non. Alors, il va péter. Tu vois, mais mentalement, tu vois, c'est compliqué. Donc, non, je suis pas forcément d'accord. En tout cas, avec l'expérience, j'ai appris que non. Et ma petite dernière, est-ce que selon toi, il faut apprendre à supporter la douleur pour progresser? J'aime bien la poser celle-là souvent dans les sports de combat parce qu'en fait, c'est quand même... c'est dur, hein, je dirais, vos charges d'entraînement. Non, nous, pour le coup, tu peux être obligé de supporter la douleur. Hein, tu n'auras pas le choix. Parce qu'à un moment donné, malgré tous les efforts du monde, tu vas te toucher. Donc, c'est un sport qui est... En plus, qui est très dur. Moi, avant de faire de la boxe, je me suis dit, ce sport-là, il a l'air dur, mais dur. Quand j'en ai fait, je me dis, mais dur, très dur. Parce que tu dois entraîner ton physique, ton mental, tu dois être en capacité de réfléchir, d'analyser ce qui t'arrive, et tout ça dans une fraction de seconde. Donc, et de supporter la douleur physique et la douleur qu'on t'inflige. Nous, dans notre cas, dans notre sport, tu vas être obligé de supporter quand même un minimum de douleur, ne serait-ce qu'à l'entraînement physique, pour pouvoir progresser, en fait, pour pousser ton corps. Parce que si le match est dur, parce qu'à haut niveau, mais bien évidemment, il y a très peu de matchs où il y a une grosse différence. Ça se joue sur des détails. Si à très haut niveau, et moi, ça m'est déjà arrivé, des matchs serrés, où physiquement, on pousse la machine à des niveaux, tu te demandes même comment tu... Moi, ça m'est déjà arrivé après des matchs de faire des petits malaises parce que j'avais poussé la machine tellement haut dans les tours que mon corps n'a pas supporté, quoi. Il faut être capable, à ce moment-là, d'encaisser déjà ta souffrance, parce que si tu n'arrives pas à l'encaisser, donc dans notre cas, oui, t'es obligé. Puis même dans la vie, de manière générale, bon, si tu arrives à la supporter, à la surmonter, bon, tu apprends et tu peux. Ok, en tout cas, je te remercie pour tout ton temps. Merci à toi. Pour habitude dans le podcast, en fait, j'aime bien que t'inviter, on va dire, je laisse le mot de la fin. Le mot de la fin ayant pour objectif de venir dire quelque chose qui te tient à cœur et qui pourra faire réfléchir les auditeurs ou qui pourra les aider en tout cas à évoluer. Quelque chose qui te tient à cœur dans le moment, ou ça peut être ce que tu as envie. Là, tout de suite, ce que je me dis, c'est déjà, ceux qui ont des appréhensions, de venir et juste essayer la boxe. Parce que
les méthodes d'entraînement, ça a vachement évolué parce qu'en France, je sais qu'on a cette image de Rocky, tout ça, du nez cassé. Ça se passe pas comme ça. Et heureusement, c'est une personne qui a de la boxe, de venir essayer parce qu'en fait, la boxe, c'est super ludique. Et au final, on s'amuse quand même parce que le haut niveau, le très haut niveau, ça reste 1% de la pratique. Voilà, ce qui fait vivre la boxe, c'est la boxe loisir. Donc, de venir essayer. Et puis pour ceux que ça intéresse, bien évidemment, le JO arrive à la maison en plus. Donc, franchement, après la perte du JO en 2012, c'est qu'on s'est fait JO par les Anglais, on va pas se mentir. On va les envoler. Je ne les verrai pas à la maison, en tout cas pas pendant que je suis en activité. Et là, on va les avoir. Je peux avoir la chance en tout cas de les faire à la maison, de suivre un peu parce que bon, on n'est pas tous des athlètes extraordinaires, on peut pas tous. Mais en tout cas, est-ce qu'on peut. Voilà, c'est sûr que des fois, on fait du feu avec 2 petits silex. Dans les pays d'à côté, ils font du feu avec un lance-flamme. Mais bon, quand on peut y arriver, on y arrive. Bon, c'est cool. Si on veut te suivre sur les réseaux sociaux, Les réseaux, je suis encore à l'ancienne. Donc, j'ai le Facebook, j'ai Instagram. Donc, avec mon nom, Émilie Sonvico, directement. Et super, je les mettrai les liens pour que ceux qui veulent te suivre puissent aller te... Super. Merci beaucoup. Et merci à toi. Si cet épisode t'a plu, tu peux le partager en me taguant ou en lui laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Tu pourras aussi être tiré au sort pour gagner un test OMSAT pour évaluer tes qualités mentales.